Bonjour à tous. En 2 secondes, moi je suis Vincent Ledan, je suis le product lead des plateformes Kubernetes du groupe. Et moi, je suis Ismaël Kaboubi, je suis tech lead de la Renault Cloud Native Platform. Hop. Alors ça marche. Il y a un petit souci sur les... Ah ouais, c'est mieux. Alors on n'a pas souvent communiqué côté groupe Renault sur Kubernetes dans le groupe. Du coup, il semblait important de repartager un petit peu comment on utilisait Kubernetes chez Renault. À savoir, on a une stratégie ou on a eu une stratégie d'hyper mutualisation pendant des années. On déploie plus de 700 à 1000 applications sur des clusters Kubernetes. On a des gros clusters Internet, des gros clusters intranet, voilà, vraiment en fonction de la typologie des applications. Et on rencontre de plus en plus de problèmes parce qu'on est souvent limité par un historique depuis 8 ans sur la partie scalabilité horizontale, problématique de range. Il y a aussi de plus en plus, depuis 2018, toutes les applications de toutes les directions business, de toutes les criticités, qu'elles soient standards, critiques ou stratégiques, sont déployées dans les mêmes clusters. Ce qui nous, disons, simplifie pas la vie pour tout ce qui va être upgrade de cluster, freeze period, quand une value stream décide de faire un freeze. Voilà, on a quand même pas mal de problématiques en termes de scalabilité, de maintenance at scale, et aussi c'est pas si simple de faire toute la partie FinOps sur la plateforme, même si on verra un petit peu après qu'on a utilisé des outils comme Castai pour optimiser les coûts. On avait aussi une grosse problématique, c'était souvent quand des équipes nous demandaient de créer des clusters pour eux, ça nous prenait souvent 2 à 3 semaines parce qu'on avait beaucoup de négociations avec des équipes, que ce soit les équipes GCP, que ce soit les équipes du réseau, que ce soit d'autres équipes pour mettre en place. Donc ça mettait beaucoup de friction côté développement pour pouvoir créer des clusters. Et on n'avait aussi pas d'offre de service at scale pour créer des clusters dédiés pour des équipes dédiées pour des besoins très spécifiques en termes de scaling, d'exposition particulière ou de données spécifiques. Alors on a eu à savoir dans le groupe Renault, d'un point de vue business, tout le groupe est divisé en ce qu'on appelle des value streams. C'est en gros des gros blocs d'applications fonctionnelles qui sont reliés au processus métier. Donc c'est des applications, quand ils sont dans une value stream, n'ont pas vocation à bouger de value stream parce que c'est la vente, c'est les véhicules connectés, ce genre de choses. Donc pour pallier à toutes ces problématiques de méga, on va dire, méga gros cluster avec tout dedans, on est parti sur une approche de cluster par value stream. Donc on a découpé les gros clusters existants en cluster par value stream et pour des raisons de sécurité aussi, on a découplé les clusters par cluster interne, cluster externe et par criticité d'application également. Le problème de tout ça, c'est quand on a 12 value streams et qu'on a potentiellement 8 clusters fois 3 environnements, on peut très facilement se retrouver sur plus de 200 clusters à gérer. Et ça, c'est sans compter les clusters dédiés où il y a de plus en plus de demandes. Du coup, on a, pendant un an, ou peut-être pas complètement, mais on a stoppé. On a considéré que l'approche qu'on avait actuellement n'était pas scalable, on n'avait pas d'offre de service, on n'avait pas d'API à exposer pour les end-users. Donc on a décidé de repenser avec une vision plateforme as product et d'exposer tous nos services via API. Pour que ça soit ServiceNow, que ça soit les Internet développeurs plateformes maison comme, alors c'est pas du backstage mais c'est des choses maison, et on expose tous nos services comme ça. Donc on est capable d'aller déployer, là on a du cluster API on VMware ou du GKE sur GCP. On fournit vraiment des Golden Pass at scale et on expose, on le verra un petit peu après, des API, des contrats spécifiques utilisés par des outils comme ServiceNow et toutes les équipes projet derrière. Ça, c'est vraiment la vision d'où on est parti, c'est de construire un control plane qu'on a appelé Renault Cloud Native Platform, qui est un gros control plane API orienté, où on va exposer des API via APG aux différents end-users. Il y a deux, on va dire,
produits ou de services principaux qui ont été créés dans un premier temps. Et nous, on est nos propres clients, donc on a développé tous ces control planes pour aussi nous servir nous-mêmes, équipe Kubernetes. Donc on a des clusters par value stream. Et du coup, on gère avec la partie Cloud Native Platform, mais aussi, du coup, on a la partie Namespace as a Service, qui est aussi une API qui permet à des end-users, des développeurs, des architectes de déployer des Namespace as a Service en quelques minutes, même en quelques secondes dans notre plateforme. Et il y a eu un besoin croissant ces derniers mois aussi de clusters dédiés à as a Service. Comment on fournit la même user experience pour des mutualisés as a Service que pour des clusters dédiés dans n'importe quel projet GCP, mais aussi potentiellement dans d'autres architectures par le futur. Donc c'est ce qu'on appelle les core add-ons. On détaillera un petit peu. On fournit la même user experience, que ce soit pour des clusters mutualisés où les développeurs ont juste besoin d'un namespace, ou que ce soit des clusters dédiés pour des applications qui ont besoin de scale à 8000 CPU et ont besoin d'être isolés spécifiquement. On fournit le même niveau de management, d'upgrade et de sécurité, de FinOps at scale. Alors, sur la partie architecture, donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a le cœur de la plateforme qu'on appelle Platform Composer. Donc, c'est un ensemble de contrôleurs qui sont faits maison. C'est développé avec du Go en utilisant KubeBuilder avec contrôleur runtime. Et on expose, on n'a pas voulu justement exposer l'API serveur de Kubernetes parce qu'il y a les ressources qui sont natives Kubernetes comme les pods, les services, etc. On a décidé de créer notre propre, ce qu'on appelle Reno Cloud Native Platform API Server. Donc c'est un protobuf qui génère en fait un ensemble de services qui sont fournis à travers les contrôleurs et qu'on expose à travers APG. Donc on génère automatiquement les stubs. On génère la gateway qui fait la translation entre l'appel HTTP REST et l'appel gRPC. Et derrière, en fait, on était capable de générer à partir de ce protobuf les clients, la partie SDK en Go. Là, actuellement, on est en train de travailler sur les autres client library parce qu'on vient juste de finaliser toute la partie back-end. Et actuellement, on travaille aussi avec les équipes ServiceNow pour fournir une expérience utilisateur pour créer les ressources qui sont fournies à travers la plateforme via ServiceNow. Donc, c'est l'outil qui permet de fournir des services as a service chez Renault. Sur la partie management cluster, donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a dit, en fait, on va bootstrapper le premier cluster. Donc on a une couche de bootstrap qui est basée sur CI/CD, donc sur la partie GitLab Runner. Donc on déclenche un GitLab Runner et dedans on installe Kind, on installe Config Connector. Donc c'est le produit Google qui permet de fournir les API Google GCP à travers des ressources Kubernetes. On crée le premier cluster. Et on dit automatiquement, à l'issue du pipeline, le cluster éphémère il va disparaître et on aura le cluster management sur lequel on va installer l'infrastack, donc tous les outils qui sont dans la foundation layer. On installe Platform Composer, donc les contrôleurs, l'API server, etc. Et au-dessus, on fournit tous les core add-ons via ce qu'on appelle les cluster profiles, principalement avec le projet Sveltos. Alors, un petit rappel, quand on parle de cluster Kubernetes chez Renault, c'est vraiment la globalité. C'est-à-dire que quand on va créer, on déploie un cluster Kubernetes pour les équipes projet, on va aussi le manager de bout en bout, de façon complètement transparente, que ce soit les upgrades, que ce soit les blueprints validés avec les équipes sécurité. C'est quand ils passent par notre API, ils ont le tampon de toutes les équipes sécurité. Donc ils peuvent le faire en totale autonomie et ils ont un support par défaut. Donc pour nous, c'est des GKE, on va dire des GKE cluster template avec toutes les options qu'on a pu valider d'un point de vue FinOps ou de sécurité. Ça va être surtout la partie add-on et platform services transverse. Donc on va installer par défaut la partie règles de sécu, Kyverno, les EDR comme CrowdStrike, la partie Castai pour l'optimisation FinOps, la partie Dynatrace, Cert Manager et
tous les outils qu'on a besoin pour être vraiment compliance d'un point de vue sécurité et FinOps. Et on est intégré nativement aussi avec la partie CMDB, ServiceNow, où on arrive à récupérer facilement toutes les informations des product leaders qui ont besoin de créer des clusters. On est capable de facilement savoir que tel cluster a telle criticité. Si la criticité change, on peut le voir aussi. Et on déploie aussi à The Service pour que ce soit les clusters dédiés ou mutualisés, toute la partie moderne CI/CD qui se base sur principalement Argo CD, Argo Rollout et Cargo, où on va automatiser de bout en bout cette approche-là. Donc ils vont avoir un Argo CD déployé, la configuration OIDC configurée avec la partie Okta. On va avoir l'enregistrement automatique dans Cargo pour faciliter la multi-cluster promotion. Et ça de façon complètement industrialisée, sans que les développeurs n'aient besoin de toucher à ça. Une chose qui était très importante pour nous et où on avait eu des problèmes dans le passé, c'était la partie add-on management. Quand on a recréé cette logique de GKE as a service, de Kubernetes as a service, on avait des contraintes quand on discutait avec les directions business qui étaient OK, actuellement, sur les gros clusters que vous aviez, vous nous posiez problème à certains moments. C'est par exemple des directions de type industriel dans les usines ne voulaient pas d'upgrade à telle heure, ou une direction X ou Y décidait de mettre un freeze period sur l'ensemble de ces clusters. Alors, nous étions obligés de mettre des freezes sur l'ensemble de l'organisation parce qu'ils géraient les mêmes clusters. Et ça, c'est que ça soit de la partie GKE, mais que ça soit aussi de n'importe quel upgrade d'add-on sur n'importe quel cluster. Donc on a décidé du coup d'utiliser un outil open source qui s'appelle Sveltos, qui nous permet de manager, et distribuer et de reconcilier l'ensemble des add-ons basés sur des cluster profiles. Donc on va, basé sur Config Connector, aller labelliser l'ensemble de nos clusters de façon automatique, basée sur ce qu'on récupère dans la CMDB. Donc on sait que si une équipe déploie un cluster, on sait que par son identifiant, c'est par exemple une application considérée critique dans la CMDB, et nous on a pris potentiellement la décision de déployer uniquement les applications critiques dans une région spécifique parce qu'il y a des soucis de DRP. Donc on est capable de prendre des décisions comme ça parce qu'on est connecté à la CMDB. Et pareil sur la partie Sveltos Control Plane, en fonction des labels qu'on peut avoir, ça déploie plus ou moins de cluster profile en fonction de la typologie des clusters. Et on a aussi splitter toute la partie value stream. Donc on a des threads sur la VS1, la VS2, la VS12, et on est capable du coup de freezer une value stream sans pour autant maintenant empêcher les autres, et ça nous ajoute beaucoup moins de travail. Et on peut facilement, du coup, quand il y a la fin d'un freeze, repartir, comment dire, on enlève le freeze period et Sveltos, il va installer les dernières versions. Ça, c'était la partie add-on management. Donc, c'est simplement Sveltos, il va écouter ce qu'on appelle des cluster profiles qui se basent sur des labels. Par exemple, la VS1, mais ça peut être si on met sur un Sveltos cluster, on met un label EDR, finance, trou et n'importe quoi. Nous, nos cluster profiles vont détecter que ce cluster, il a un label, je ne sais pas, sous régulation financière ou autre, et on va considérer que c'est je sais pas, régulé par la BCE, j'en sais rien, donc on est obligé de mettre des outils de sécu supplémentaires. Et ça, du coup, on peut le faire sans pour autant que les équipes projet viennent nous voir pour nous dire quoi faire. Alors, sur la partie API and Services, en fait, la première API qu'on expose actuellement, donc on s'est basé sur un projet qui s'appelle Capsule, donc qui permet de créer de la multi-tenancy au niveau du cluster. Donc on a choisi d'utiliser Capsule pour pouvoir ségréguer au niveau du management cluster les accès à ces API. Donc on n'utilise pas par contre les fonctionnalités qui sont fournies, les network policy, les synchronisations côté role binding, etc. Donc on a juste besoin d'avoir l'interception de la requête côté Capsule pour pouvoir identifier la personne, les groupes, et puis rediriger en fait vers le bon tenant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a le premier contrôleur qui s'appelle tenant controller, donc il va watch la ressource tenant, et en fait automatiquement il va aller chercher les informations depuis la CMDB pour un tenant donné. Par exemple, pour celui-là, c'est l'IRN 82 097.
et il va aller chercher les informations et les mettre au niveau du statut de la tenant summary. Donc vous voyez, il y a la CMDB metadata, on a le contact, la criticité de l'IRN, donc de l'application, le département, etc. Et on a le value stream voilà, l'AVS suite, c'est les véhicules connectés. Donc automatiquement, c'est synchronisé tous les X temps qu'on définit au niveau de notre contrôleur. Et ça permet aussi derrière de créer le premier namespace de management qui permet de gérer la deuxième ressource, qui est le workspace. Donc un workspace, c'est un espace, un one-to-one avec un projet GCP. Ça peut être, on peut mettre un projet GCP ou on peut ne pas mettre le projet pour utiliser les ressources mutualisées, par exemple un environnement mutualisé sur un cluster mutualisé. Et ça permet derrière, en fait, automatiquement de provisionner les différents namespaces. Donc on a choisi d'avoir la séparation de ce qu'on appelle Area of Responsibility. Et du coup, il y aura les workloads qui sont gérés dans un contexte dédié, la partie IAM, networking, etc. Et derrière, il y a config connector qui va réconcilier les config connector contexte pour créer un control plane dédié à ce use case qui est attaché à une identité GCP dédiée à ce projet spécifiquement. Donc c'est ce qui va nous permettre derrière de donner des droits par Area of Responsibility. Après, une fois qu'on a le workspace, il y a un namespace services qui va permettre de fournir les fonctionnalités de la plateforme. Donc le premier service qu'on expose, c'est ce qu'on appelle le standard cluster. Donc c'est un cluster GKE standard qui gère en fait, qu'on gère toute la partie network avec les subnets. On gère aussi la partie container cluster. Donc tout ce que vous voyez en vert, c'est réconcilié par config connector. Donc c'est le contrôleur qui est fourni par GCP pour créer les ressources derrière côté GCP. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rajoute le Sveltos cluster qui va automatiquement être détecté par Sveltos avec les bons labels et il va installer derrière les différents add-ons qui vont être par la suite gérés par la partie qui a été présentée par Vincent sur les mises à jour et le truc par value stream. Après, donc ça c'est un exemple de standard cluster, donc c'est une custom resource définition sous le groupe container gcp-renault.com. Et ici on définit 2-3 trucs, le network, donc la partie VPC, l'exposition du cluster, si c'est un cluster qui va être exposé publiquement ou un cluster interne. On a un champ pour les default add-ons, on peut désactiver des add-ons, donc par exemple, je ne sais pas s'il y a un projet qui ne veut pas avoir de la partie finance avec Castai, il peut désactiver Castai, comme ça c'est l'autoscaler GKE qui va prendre le relais. On peut choisir la région, etc. Et derrière, en fait, le contrôleur, il va gérer tout le cycle de vie de toutes les dépendances du cluster, y compris la partie Vault, IAM, Subnet, etc. Et ça permet aussi de créer automatiquement le Sveltos cluster qui va être réconcilié par Sveltos pour installer les add-ons automatiquement. Donc, un des problématiques actuellement qu'on a, c'est qu'au niveau du workload cluster, on n'a pas la permission de créer des load balancers avec des IP publics. Donc, tout doit être privé. Donc, on crée le load balancer privé en se basant sur Envoy, donc Envoy Gateway. Donc, il fallait discuter avec au moins 3-4 équipes pour pouvoir ouvrir le flux, créer les bons PSC au niveau des zones d'échange internes et la zone d'échange des Z0 là où il y a le WAF. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous, on a travaillé tout au long de ces derniers mois avec toutes les équipes pour pouvoir automatiser en 5 minutes l'ouverture de flux entre les différentes, que ce soit la zone d'échange interne ou la zone des Z0. Donc, on a créé une ressource qui s'appelle Service Exposure. Toutes ces ressources-là, ils sont exposées à travers APG. Derrière, on a la CLI, bien sûr, qu'on peut consommer, créer un CRUD simple au niveau des ressources. Donc, la Service Exposure, actuellement, ça permet de publier des PSC. Donc, on crée le publisher, le PSC producer et le PSC consumer dans les bonnes zones d'échange pour pouvoir ouvrir les flux. Donc, on a des managers de consumer. On a la partie PSC producer où on peut gérer toute la partie création de subnet, la gestion des IP, etc.
Et on peut aussi se brancher avec, là actuellement, avec la stratégie Volt, on peut aller chercher un certificat qui est sur Volt. Donc on supporte aussi la stratégie Cert Manager, si on a Cert Manager avec le protocole ACME installé au niveau du workload cluster. Donc tout ça, c'est via une API REST à travers APG. Donc après, une fois qu'on a le cluster exposé, donc que ce soit un cluster dédié ou un cluster mutualisé, on fournit la possibilité de créer un environnement mutualisé au niveau du cluster. Donc un environnement mutualisé, c'est un namespace managé où on peut contrôler les ressources quotas, les service accounts, les role binding, etc. Avec un certain niveau de network policy pour bloquer les flux sortants. Vincent parlera sur la partie microseg juste après. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on a créé une couche d'abstraction qui s'appelle cluster config, qui va abstraire en fait n'importe quel cluster, que ce soit sur GCP, en usine ou peu importe. Donc ce qui nous importe d'un point de vue environnement, c'est le cluster config. Donc en tant qu'équipe, on crée la ressource cluster config. Le cluster config, c'est pareil, c'est une CRD. Là, on choisit de faire de workload identity pour se connecter sur le cluster. Là, on peut référencer un standard cluster avec son nom, avec son kind. Donc, l'aspect, elle permet aussi de d'étendre par la suite si on a des clusters un peu sur des usines ou à gauche ou à droite. Et derrière, automatiquement, il va tenter une première connexion au cluster et il va vérifier, il va récupérer les informations, il va avec les conditions, etc. Il va les mettre au niveau statut. Une fois qu'on a le cluster config, les projets, ils peuvent identifier sur quel cluster config ils peuvent aller. On a des webhooks qui contrôlent, par exemple, une application A de l'AVS 1, il ne peut pas aller sur le cluster config de l'AVS 2. Donc, on crée, donc c'est la ressource environnement où ça permet de créer un namespace manager derrière. Et ce namespace, on va venir installer un certain nombre de ressources, comme les ressources quotas, les role binding, on va mettre le owner, la partie airbag, etc., pour pouvoir par la suite fournir le namespace au projet, avec, que ce soit pour déployer avec Argo CD, ou là, par exemple, on a une annotation legacy.renault.com qui permet d'avoir une identité pour le GitLab Runner, parce qu'actuellement, on a encore des applications qui déploient avec du GitLab Runner sur Kubernetes. Donc on a choisi de garder l'existant et justement fournir la possibilité aussi de déployer avec un autre outil. Alors je vais parler un petit peu de la partie micro-segmentation. Il faut savoir que tout ce projet a été énormément tiré par les équipes sécurité. Là, on va faire un focus sur la partie micro-segmentation, mais tous les add-ons qu'on a implémentés, du coup, on a énormément forcé la partie sécurité, que ce soit du PCS Restricted, que ce soit la suppression de tous les IP publics et ce genre de choses. Et il y avait une priorité zéro côté sécurité qui était la mise en place de la micro-segmentation côté GKE. Non, c'est l'autre. Par défaut, maintenant, dans n'importe quel cluster qui est créé via notre API, l'ensemble du trafic est drop. On fait du egress deny all sur l'ensemble du trafic de tous les namespaces, y compris des nôtres et des add-ons, hors la partie kubesystem. Par défaut, quand on crée un cluster, on va déployer des cluster-wide network policy où on a analysé finement via Hubble l'ensemble des drops, l'ensemble des flux, et on a très précisément ouvert les flux uniquement nécessaires au bon fonctionnement du cluster, que ce soit du pur GKE, mais tous les add-ons qu'on a déployés. C'est comme ça qu'on s'est aperçu des fois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très conformes. Donc ça, c'est la partie état par défaut dans lequel le cluster arrive. Et on ne voulait pas forcément donner la capacité aux équipes projet de créer des network policy en autonomie dans leur projet. Donc on a beaucoup discuté avec les équipes sécurité, avec la communauté et ce genre de choses. Et on a décidé de créer un contrôleur Kubernetes qui expose ce qu'on appelle du Service Access Policy, donc une custom resource dans chacun des namespaces, qui a un objectif simple, qui est d'ouvrir les flux applicatifs de façon déclarative avec des guidelines qu'on a fixés, et tout ça en autonomie côté projet. Donc par exemple, par défaut, ils ont 3 possibilités. Ils peuvent, en destination, utiliser ce qu'on appelle l'IP block. Donc ils peuvent mettre une IP. On ne peut pas aller en dessous d'un /28, par exemple. On a considéré que ce n'était pas sécure. Ils ne peuvent pas non plus mettre un étoile dans un FQDN. C'est interdit. Et ils ne peuvent pas utiliser des ports aussi qui sont non sécurisés ou qu'on ne veut pas qu'ils utilisent. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est surtout sur la partie
Managed Services. La plupart de nos applications sont assez standards et vont utiliser des bases de données type Postgre sur CloudSQL qui est côté GCP. Et l'enjeu pour nous, c'était comment j'ouvre les flux ou comment je laisse le développeur juste mettre destination une CloudSQL et voici le nom de ma CloudSQL. Il a juste à mettre ça, le développeur, et notre contrôleur va utiliser derrière, va aller requêter la partie Cloud Asset Inventory sur GCP, aller récupérer la metadata de la partie Cloud SQL, en récupérer par exemple sur GCP, il y a des principes de PSA, PSC, en fonction de la configuration de la base de données, ce n'est pas exactement la même façon de s'y connecter. Donc on va récupérer en fonction de ça les IP ou les noms DNS des bases de données. Et on va, si c'est par exemple du PSC, c'est du DNS, donc on va automatiquement gérer du FQDN Network Policy Layer 7. Et si c'est du PSA avec une IP, automatiquement on va prendre les IP et générer une Network Policy de Layer 3.4. Et dans des cas, il peut y avoir des exceptions. Et donc, imaginons pour X ou Y raison, et ça, on a parfois le cas, alors pas sur ce cas précis, mais il veut ouvrir un 000/0 sur un namespace, on considère que ce n'est pas conforme. Mais pour autant, lui, il peut ajouter ce qu'on appelle un exception request champ dans la custom resource, et automatiquement, ça ira créer un ticket Jira dans le board des équipes sécurité. Notre contrôleur regardera le ticket en fonction de s'il a été validé ou non par la sécurité, ça ira générer la network policy de façon industrielle et automatique. Je te laisse juste... Ouais, sur la partie développeur journée, actuellement, là, on travaille principalement sur l'expérience utilisateur. Donc, comme je vous ai dit au début, vu qu'on a du protobuf, donc tous les services sont définis avec du protobuf, on peut générer que ce soit la partie serveur ou client. Donc, on a généré en fait ce qu'on appelle le RCMP Go SDK. Donc, c'est un SDK qui permet de s'interfacer avec la plateforme, donc avec tous les services qu'on fournit, environnement, cluster, standard cluster, etc. Et derrière, on s'est basé sur cet SDK-là. Bon, c'est la première SDK parce qu'on fait beaucoup de Go. Donc, on s'est basé dessus pour créer la CLI. Donc, la CLI, ça permet de faire l'authentification avec Okta pour récupérer en fait l'identité de l'utilisateur, les rôles qu'ils ont sur le référentiel Rono. Et derrière, ça permet de lister, par exemple, les services exposure, les environnements, etc. Pour le moment, on est en train d'implémenter toute la partie création. La suppression d'un cluster, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne veut pas se tromper sur quelqu'un qui supprime son cluster sans faire exprès. Donc, c'est un process à part au niveau du contrôleur qu'il faut valider ou marquer le contrôleur, le cluster comme à supprimer, etc. Pour qu'après, il y aura des jobs qui vont être utilisés pour supprimer ces clusters. Et on fournit aussi une documentation end-user. Donc la documentation, on se base sur Zensicle. On a 3 documentations, Developer Guide, Operator Guide et Contributor Guide. Et je te donne la main à Vincent pour la partie. Juste, il nous reste 1 minute 53, c'est parfait. Ouais. Juste, après avoir dit tout ça, on peut avoir des key KPIs en tête. On est vraiment passé de à environ 3 semaines à 1 heure pour la création d'un cluster production ready. Pour l'exposition d'un service qui était le plus compliqué dans notre équipe, mais aussi des équipes de développement, on est passé parfois de plusieurs semaines à 5 petites minutes. La chose la plus compliquée étant la négociation inter-équipe. Pour les opérations aussi, on est passé de plusieurs heures aux secondes, parce qu'avant on avait du Argo CD avec des autosync disable, on ne savait pas qui avait fait ça. Donc on s'était retrouvé dans des situations un peu bancales. Et là, avec Sveltos, quoi qu'il se passe, on réconcilie. Et quoi que les équipes fassent sur les clusters cibles, même s'ils détruisent tout, on n'a aucun footprint. On a juste besoin d'avoir accès au cluster et on remet tout d'aplomb. Et sur la partie self-service, on a beaucoup plus d'évolution. Du coup, la capacité maintenant à fournir des clusters dédiés en une petite heure. Et on va dire, il y a beaucoup moins de discussions inter-équipes pour obtenir un cluster, des négociations et tout ça. Et surtout, vu qu'on est beaucoup plus scalable, on utilise désormais Castaï avec son plein potentiel. Et sur la partie roadmap, du coup, comme notre plateforme elle est
conçue pour être la plus extensible possible. Et on n'a pas construit que pour Kubernetes, ça veut dire qu'on va pouvoir étendre à Cloud Run, à la partie Kubernetes dans les usines, à Cloud Native PG, Database as a Service, et toute la partie onboarding de clusters existants. Eh bien, merci beaucoup à Vincent et Ismail. On peut les applaudir. 13 secondes.